Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du Balado avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec les animatrices Marie-Soleil et Martine qui recevaient Nathalie Provost. Nathalie Provost qui est une survivante de la fusillade de Polytechnique le 6 décembre 1989, qui vient nous parler un peu de son vécu, mais également de où elle en est aujourd'hui, presque 35 ans plus tard. Donc là-dessus, on vous souhaite un bon épisode. C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect de l'intégrité de nos corps. Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivantes. C'est la culture du viol. Bienvenue. Alors, on sait que le 6 décembre 1989, il est un peu passé 17 heures lorsque des coups de feu éclatent dans les couloirs de l'école Polytechnique. Motivé par la haine des féministes, Marc Lépine ouvre le feu sur 28 personnes, tuant 14 femmes et blessant 13 autres personnes. Et vous faites partie des survivantes de cette fameuse soirée à la Polytechnique. D'emblée, la première question qui me vient, c'est le drame n'a pas été immédiatement qualifié d'attentat antiféministe. Comment vous pouvez expliquer tout ça? C'est l'époque. C'est clairement l'époque, mais c'est aussi le fait que je pense qu'on pouvait pas imaginer en 1989 que quelqu'un veuille ne tuer que des femmes. Hein. On est encore dans les hommes, les enfants et les femmes d'abord et tout ça. Donc, je pense qu'on pouvait pas l'imaginer. Évidemment, les groupes féministes de l'époque le savaient, le disaient, puis vous l'avez sûrement lu dans votre préparation, mais sans vouloir excuser, je peux quand même comprendre que 1989, là, vous savez, en 1989, là, le partage du patrimoine familial, ça devient une loi pour la première année, là. Donc, on peine, avec les avancées qu'on a fait dans les dernières années, on peine à imaginer comment c'était en 1989, mais même moi, quand j'y reviens, j'ai oublié que on était encore très innovant en étant une femme étudiante en génie, qu'on était à peine 10-12%, puis en génie mécanique, dans mes classes, c'était encore moins. Mais en même temps, j'avais été élevée dans un contexte où tout était possible, où il n'y avait rien pour m'arrêter. Je me suis jamais sentie une pionnière, moi. Je l'étais peut-être un peu, mais pas vraiment. Fait que je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont créé une espèce d'aveuglement de certains. Puis admettre que c'était un féminicide, c'était admettre un énorme problème dans la société et je pense que c'était effrayant. Je pense que c'est ça. Dans un pays comme le nôtre, en plus, lequel il y a des lois, il y a de la protection, il y a des avancements au niveau des femmes. Même en 89, là, c'était autre chose, mais quand même, là, il y avait quelques avancements pour les femmes. Moi, je viens d'une lignée, pas d'une lignée, c'est pas vrai, mais parce que du côté de mon père, c'était une famille très patriarcale. Mais du côté de ma mère, je viens d'une lignée matriarcale, c'est-à-dire que ma grand-mère était l'administratrice du foyer, elle gérait l'argent, elle avait pas du pouvoir au sens qu'on reconnaît aujourd'hui, mais c'est elle qui menait la barque et c'était très évident pour tout le monde autour. C'était une aînée, elle était très jeune quand elle a pris son destin en main. C'était pas un destin fabuleux, mais c'est une femme qui a pris son autonomie en charge. Fait que je suis issue de cette mouvance-là. Puis moi, je suis née en 1966. En 76, c'est les Olympiques. En 67, c'était Terre des hommes. Fait que le fardeau des années 80, là, plus difficile, l'économie plus difficile, il m'a pas tant marqué que ça. Moi, les choses allaient être possibles dans ma vie. Fait que j'ai pas... j'étais peut-être moi aussi un peu... j'ai peut-être fait preuve d'aveuglement, mais en même temps, ça m'a donné du courage, puis de la capacité, puis un peu l'innocence d'aller de l'avant.
Et vous savez, quand on parle de la Polytechnique, c'est un événement catastrophique, épouvantable, scandaleux. Ici au Québec, on peut peut-être faire le parallèle un peu comme le 11 septembre. Où on se rappelle tous de cette date-là. C'est marqué dans nos mémoires. On se rappelle tous où on était, qu'est-ce qu'on faisait. Est-ce que vous pouvez me parler de vous? Qui était Nathalie Provost avant le 6 décembre 1989 et qui est Nathalie Provost après cet événement-là? Avant le 6 décembre 1989, en fait, je suis moi. Hein? C'est la femme que je suis aujourd'hui est très proche de la jeune femme qui était à Polytechnique. Mais la vie m'a poli. Hein? Je suis le même bloc, mais moins brut. Les angles sont moins aiguisés. Donc, de l'énergie, de la passion, de la fougue, l'envie d'aller plus loin, une tête solide, pas solide dans le sens mais je veux avancer, puis je veux faire ma place, puis j'ai l'impression que je la mérite, puis je vais la prendre, puis donc, il y a tout ça dans moi avant le 6 décembre. J'étais impliquée déjà dans les associations étudiantes. J'avais été désignée comme membre étudiant du conseil d'administration de Polytechnique. Donc, j'avais fait ma place comme étudiante. Hein. Vous êtes peut-être pas très loin depuis votre engagement étudiant vous-même, mais moi, j'étais de ceux qui sont dans les associations étudiantes. En 2012, j'aurais été dans la rue avec Gabrielle Nadeau-Dubois. Je fais partie de ce groupe-là. J'étais peut-être moins de gauche comme ingénieur, mais on était de ces groupements-là. Et moi, c'était important pour moi, l'engagement. Puis aujourd'hui, je suis fonctionnaire parce que l'engagement est important. Contribuer à ma société, c'est quelque chose qui est un moteur de vie. C'était déjà vrai quand j'avais 20 ans. Le lendemain, ce qui est difficile au lendemain du 6 décembre, c'est la perte d'innocence. Et c'est un long chemin de reconstruction devant cette perte d'innocence-là, parce que puis je trouve que c'est une amie qui m'avait donné la plus belle image, là, c'est quand un grave événement arrive dans la vie, on a quelques choix devant nous. On peut décider, on va patcher tu sais, c'est comme si on avait construit notre vie comme une carte routière avec des ponts puis tu sais. Puis quand arrive un événement, boum, il y a quelque chose qui vient de briser puis qui marche plus. Fait qu'on peut patcher pour faire des petits ponts puis essayer de faire comme avant. On peut aller un peu plus loin. On peut faire comme si de rien n'était. On contourne, on peut patcher ou on peut se dire, ça marche plus, on efface puis on recommence. Puis les trois, je pense qu'on peut pas ne pas tester les trois façons de faire. Mais et l'impact qu'a eu sur moi le 6 décembre m'a forcé à aller jusqu'à, OK, on va effacer puis on va recommencer. Et c'est long. C'est très, très long. Puis il y a des moments de découragement parce que à 20 ans, je m'imaginais avoir une carrière fulgurante. Puis à 25 ans, j'étais claire que je serais pas capable d'avoir une carrière fulgurante. Puis c'est basé sur des mythes, ces affaires-là. Hein. C'est ce qu'on s'imagine que devrait être notre vie. Puis finalement, la vie nous amène ailleurs, puis on découvre d'autres choses, puis on fait d'autres choix. Moi, la maternité, pour moi, le fait d'avoir mes enfants, j'ai été maman 5 ans après, pour moi, ça a été une grande, grande source de guérison. Je le savais pas en le faisant, mais ça m'a ramené à l'intérieur de moi et ça m'a ramené à ma vie de femme presque à sa plus pure expression. Je travaillais quand même et tout, mais le cœur de ma vie était autour de mes enfants. Puis si vous êtes de jeune maman, vous savez comment ça occupe du temps dans la vie. Fait que ça a été le cœur de ma vie.
Moi, des semaines comme celle-ci à l'Halloween, ben ça fait 2 semaines que je suis d'un costume puis d'un bonbon, puis j'arrive le 2 novembre, la langue un peu à terre, en disant bon, déjà, faut recommencer à penser à Noël, tu sais. Je vous comprends. Vous êtes maman de 4 enfants aussi, je pense. Oui. Hein? Oui, moi aussi. Donc, je peux comprendre ça. Donc, mais je savais pas, quand je l'ai vécu, à quel point cet épisode de vie-là, d'être maman, puis ça, c'est un 10-15 ans où surtout les 10 premières années, là, entre mon premier bébé puis mon dernier qui est né 7 ans après, puis tu sais, quand il y a 3-4 ans, là, cette période-là là, de 12-15 ans, où le cœur de ma vie était autour de la maternité essentiellement, avec mon travail, mais pas grand-chose d'autre, je savais pas que là, j'étais en train de refaire ma carte. J'étais en train de revoir qui est Nathalie, qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie, puis comment elle va aller jusqu'au bout d'elle-même avec ses idéaux de jeune fille. Mais à 40 ans, je savais pas encore qu'à un moment donné, il y aurait d'autres espaces dans ma vie. On a l'impression qu'il faut réaliser les choses tout de suite quand on a 20 et 30 ans. Puis que quand on les réalise pas là, on les réalisera jamais. C'est pas vrai. Les rêves, quand ils sont importants, ils reviennent. Puis là, j'arrive à un autre âge où mes rêves de 20 ans, puis mes envies fulgurantes deviennent étonnamment encore possibles autrement, par d'autres chemins, mais vivants encore. Fait que donc je suis la même Nathalie, mais c'est un grand détour pour y revenir, mais y revenir poli, y revenir autrement. Je suis un galet qui a pris beaucoup de temps puis qui a roulé dans l'eau. Peut-être une Nathalie plus complète, une Nathalie... C'est pas plus complet, c'est plus assumé. OK. Tout est là. Je suis pas mal la même. Parce que vous racontez que vous étiez déjà, avant l'événement, très politisé, très engagé. Est-ce que, suite à l'événement, ça vous a donné comme une espèce de force de rebondir, pas par rapport à l'événement en tant que tel, mais par la suite, par rapport à vos engagements, par rapport à vos idéaux pour le monde? Moi, j'étais triste dans les premières années parce que j'avais l'impression que je ne contribuerais pas à ma pleine mesure. Et ça a été très long pour que je me rende compte que c'est pas grave. C'était pas grave si à 25 ou à 30 ou à 35 ans, j'avais pas l'impact dans ma société que je rêvais d'avoir quand j'en avais 25. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est maintenant que j'ai cette possibilité-là, puis qu'il fallait que je laisse la vie me modeler, mais me laisser apprendre des choses aussi pour que je sois capable de redonner. Puis que le temps de redonner, il est maintenant, il est pas il y a 10 ans. Puis vous êtes encore très, très impliqué. En fait, je le suis plus. Oui, c'est ça. Puis je voyais, là, il y a beaucoup de luttes dans laquelle vous êtes. Et aussi pour un meilleur contrôle des armes à feu. Donc, en 2022, nous sommes rendus où dans cette lutte-là? Puis comment vous pouvez continuer à contribuer dans ce sens-là? On fait juste pas lâcher. On prend le morceau, puis on le mord, on prend notre os, puis on mord, puis on lâche pas. Tu sais, les chiens, là, quand on joue avec eux, qui mordent, là. Oui, que je comprends. C'est un peu, ça semble peut-être un peu ridicule comme je vous l'ai présenté, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Puis je le fais pas toute seule. Heidi, qui est avec moi, puis en fait qui est la coordonnatrice de Police se souvient, on s'accote bien solide l'une sur l'autre. Elle travaille plus fort que moi au quotidien. Ce type de travail-là de fond comme lobbyiste et comme militante, elle le connaît bien, c'est le cœur de sa vie. Moi, j'apprends d'elle. Mais en même temps, elle a besoin aussi de ce que je représente puis que je symbolise. Donc, à deux, on fait une bonne équipe. Puis, toutes les deux,
ben, on se colle l'une sur l'autre. Elle fait son travail, mais elle sait que je vais être au rendez-vous quand il va falloir que j'y sois. Puis moi, je sais que quand Heidi a besoin, elle lève la main, puis j'y vais parce que si elle est toute seule, elle y arrive pas. Puis moi, toute seule, je contribue. J'aurais jamais l'impact que Heidi peut avoir. En fait, elle a un impact profond. Je lui sers de porte-voix. Puis un porte-voix sans la profondeur qu'elle a, ça sert à rien non plus. Donc, on est vraiment un bon tandem. Puis on est là parce qu'on n'arrête pas. Puis parce qu'on n'arrête pas et parce que ça fait aussi longtemps qu'on y est, on a une crédibilité presque plus forte que ce qu'on est comme individu. C'est-à-dire que on est incontournable. Puis c'est très étrange constater ça. Quand j'ai démissionné du comité de M. Goodale en 2019, j'avais pas réalisé quel impact ça aurait. Puis je pense pas que les libéraux de l'époque pensaient que des petites madames comme nous autres, on dérangerait autant en démissionnant, puis qu'on aurait le courage de dire, ben non, ça donne rien, ça nous permet plus de prendre la parole, donc merci pour l'honneur, mais on va travailler par nous-mêmes parce qu'on pense que notre voix par nous-mêmes est plus importante. Puis, moi, le jour où j'ai fait ça, j'ai changé de stature au Canada entier. Puis, dans la vie, il y a des choses qui arrivent à un moment, puis c'était le bon moment, puis c'était la bonne façon, puis c'était pas acrimonieux, puis je pense que ce qui fait qu'on est là encore aujourd'hui, c'est justement que avec de la patience, avec une forme d'élégance, je dirais, hein, on n'a pas été arrogant, violent, tu sais, on a toujours été égal à nous-mêmes. Ben, ça se sent ça sur la durée, et ça nous donne une capacité d'impact assez impressionnante. Puis et nous sommes conscients que c'est un enjeu d'équipe. L'équipe est pas grosse, mais c'est un enjeu d'équipe. Donc, le fait que les familles soient encore derrière nous, soient présents quand on fait des gestes, même si on est une poignée de militants, notre impact est puissant par la durée et par sa constance. Puis merci de pas lâcher en ce sens-là, malgré que vous êtes très peu nombreux. Un gros merci, ça fait toute la différence. Madame Provost, on parle de féminisme, hein? C'est dans l'ère actuelle, c'est quelque chose qu'on entend parler un petit peu partout. Il y a eu des événements, bon, rappelons quelques féminicides, malheureusement, qui se sont produits dans les dernières années. Il y a eu le mouvement MeToo. Quelle est votre vision du féminisme actuellement en 2022 et est-ce que ça a évolué avec le temps? C'est sûr que ça a évolué. Puis c'est drôle parce que une de mes filles étudie en sciences féministes, qui est pour moi très intéressant. On doit faire des belles discussions, ça, au souper, hein? Oui. Mais en fait, je suis une femme qui a été influencée par les jeunes beaucoup dans ma pensée sur le féminisme. En fait, ma mère, qui est une femme au foyer, qui a pas eu de carrière, était quand même, dans les années 70, de ces femmes qui ont changé le Québec. Parce que tu sais, ma mère, ça va peut-être avoir l'air de rien, là, mais ma mère a amené des épinards, puis du brocoli, puis du fromage camembert à table. Ma mère était présidente du Cercle des fermières. C'est vrai qu'elle tissait puis qu'elle faisait du macramé, mais à tous les mois, dans leurs réunions, ils parlaient de violence conjugale, ils parlaient des maladies transmissibles sexuellement, ils parlaient de ces affaires-là. Il y avait des ateliers de discussion sur le droit des femmes à la Valtrie, qui était loin de Montréal à l'époque. Aujourd'hui, c'est à côté, là, dans notre image, mais donc, ma mère, à sa façon, a changé le Québec pour ce qu'on est aujourd'hui. Elle a pavé la voie à sa façon, à sa mesure. Et moi, je suis sa fille. C'est pour ça aussi que pour moi, c'était pas compliqué. J'étais bonne en sciences, j'étais bonne en maths. C'était plus le fun que de la chimie.
ben, je vais aller en génie. Puis c'était vraiment pas plus compliqué que ça, là, mais vraiment. Il y en avait pas de « ça se peut pas ». Il y en avait pas. Mon grand-père me disait « ben voyons donc, c'est un métier de gars ». Pour moi, il y en avait pas. Puis en plus, il y avait un téléroman, puis je ne sais plus c'est qui l'écrivait, qui s'appelait Monsieur le ministre à l'époque. Puis la fille du gars qui jouait Monsieur le ministre, qui était André Dumont pas André-Michel Dumont, elle jouait une fille de Polytechnique. Et je me souviens de voir ça au moment où il faut que je m'inscrive à l'université. Fait que pour moi, ça se pouvait à la télévision, fait que ça se peut pour moi. Puis en même temps, les étudiants de génie, ils avaient organisé l'achat regroupé d'ordinateurs. Fait que il y avait quelque chose qui me disait que je serais bien là. Ça allait de soi. C'était pas compliqué. Fait que le féminisme, il s'est construit là-dessus. Puis ma mère, ben c'est la fille de celle qui a géré sa famille. Fait que l'égalité des femmes, puis en même temps, je me regarde, puis je regarde la manière dont je me suis comportée avec le père de mes enfants. Pas sûr que j'ai eu toujours une vision féministe et égalitaire du partage des tâches. Pas sûr du tout que je suis exemplaire s'il doit être exemplaire. Quelque chose doit être exemplaire. Mais en même temps, j'ai jamais arrêté de travailler. J'ai toujours, avec le père de mes enfants, discuté, dialogué, puis cherché à trouver un équilibre qui était le nôtre, puis qui était pas parfait, mais qui était le nôtre. Puis on a montré ça à nos enfants du mieux qu'on a pu. Mais et donc, quand tranquillement un nouveau féministe est né, parce que le féministe des années 90, en fait, il n'existait plus. Hein? Moi, j'ai dit, on n'est pas féministe, pas parce que je croyais pas aux idéaux féministes, mais parce que j'avais l'impression que le gros de l'affaire avait été fait. Puis que j'étais pas une militante. Dans ma tête, féministe et militante allaient de soi. Ça a pris un bon 10 ans pour qu'à un moment donné, je me rende compte que, mais dans ma vie, je suis féministe. Ça n'a rien à voir avec le militantisme, mais ça prend du temps de voir les choses. Et les jeunes, celles qui ont 20 ans aujourd'hui, 30 ans, elles ont dit, mais c'est quoi le problème? Je suis féministe, moi, je veux ma place. Puis là, ils ont réinventé un féminisme décomplexé, un féminisme où il y en a pas juste, il y a pas les bonnes puis en fait, il y en a, mais c'est nos débats de femmes, on est bien tannantes pour ça, le bon puis le pas bon féminisme, mais il reste que on s'assume, puis on dialogue, puis on le met sur la table, puis en même temps, toute la réflexion sur les couples ouverts, le consentement, l'ouverture des genres, l'exclusivité, c'est des débats qui n'existaient pas en fait, ça existait en dessous de la couverte. Mais aujourd'hui, ça fait partie du discours commun. Fait que c'est une évolution, un discours collectif qu'on entretient. Et moi, j'ai beaucoup de reconnaissance aux femmes qui ont aujourd'hui 20 et 30 ans. Puis parce que j'en ai proche de moi, ma filleule, ma fille, mes filles, mes gars, ben ils me gardent réveillée. Dites-moi, Madame Provost, on sait, si je ne me trompe pas, que suite à la tuerie qui s'est passée à la Polytechnique, 1 mois plus tard, vous retourniez sur les bancs d'école pour terminer vos études. Qu'est-ce qui vous a poussé à retourner aussi rapidement? Je sais pas. Mais je pense que l'idée de ne pas finir était pas dans mon esprit. J'étais vivante. Puis je m'ennuyais toute seule dans mon appartement. C'est long guérir. Fait qu'elle allait à l'école pour finir mes 2 cours. Fait que je sais pas trop. Tu sais, si c'était ma fille qui était blessée aujourd'hui, comment je me comporterais, je le sais pas. Mais dans ma nature, foncer, puis aller de l'avant, puis continuer, c'est quelque chose de très, très intrinsèque à moi, à ma personnalité. Fait qu'il y avait probablement
une envie de dire vous m'aurez pas mes maudits. OK, ouais. Je vais finir, puis je vais réussir, puis je vais aller de l'avant. Probablement qu'il y avait de ça, l'envie de pas être tout seul entre mes quatre murs chez nous, puis pas me rouler en petite boule, tout ça. Mais c'était fascinant. Quand j'avais oublié, puis quand j'ai relu sur du papier, les événements étaient le 6 décembre, je pense que c'est le 11 ou le 15 janvier que l'école réouvrait, là. J'étais là, c'était comme, mon Dieu Seigneur, c'est pas long, là. Non, vraiment pas. Un rétablissement, évidemment, là, mais ça parle de vous, probablement, ça parle de votre personnalité, quand vous dites, c'était pas envisageable de ne pas terminer, on le laissera pas gagner, ça prend une volonté de faire, là, ça prend une détermination quand même qui fait partie de vous, là. Oui. Je peux être dérangeante, hein? On aime ça. Ça en prend, comme on dit. En 2014, lors d'une prise de parole, vous avez suggéré qu'en tant que société, s'unir permettait de se relever, de construire un monde meilleur. 8 ans plus tard, en 2022, avez-vous l'impression que y a du progrès qui a été fait, là, évidemment, je pense à toutes les vagues de dénonciation, ce qui se passe dans l'actualité par rapport à la problématique des violences sexuelles. On en parle plus, on essaie de démystifier la problématique, parler des conséquences. Donc, je reviens à ma question. Avez-vous l'impression que il y a du progrès qui a été fait et comment? Ben oui, je pense qu'il y a du progrès, même si ça donne l'impression de recul. Moi, je pense que c'est du progrès parce qu'on est en train collectivement de passer de la honte à la capacité de regarder les choses en face. Et c'est extrêmement difficile, mais tout dernièrement, quelqu'un de très proche de moi a vécu une violence sexuelle. Puis j'étais assez impressionnée de voir la capacité d'accueillir, d'épauler de mes fils et de mes filles. Tu sais, collectivement, ils étaient immédiatement à la même place et au même niveau de discours. Et c'est pas parce que moi, j'aurais été capable ou le père de mes enfants capable. C'est eux qui sont rendus là. Donc, et ça était de l'ordre de l'évidence de réagir comme ça. Et quand je vois ça, j'ai pas l'impression que j'ai du mérite. En fait, j'en ai parce qu'on a rendu ce dialogue-là possible, mais c'est leur, le vôtre, c'est là où on arrive. Donc, oui, pour moi, il y a progrès. Parce qu'il y a 30 ans, la même situation, elle aurait été vécue en cachette, toute seule, à 1, à 2, puis avec beaucoup de honte. Donc, la honte serait restée dans l'événement, aurait étouffé l'affaire et les protagonistes auraient pas eu à vivre au grand jour ce que c'est. Alors qu'aujourd'hui, c'est tough en maudit, mais le dialogue est plus possible. Puis c'est pas parfait, puis c'est encore, tu sais, on a juste à voir les féminicides et tout ça, là. Mais pour moi, vous allez me trouver peut-être abominable, mais moi, je pense que s'il y a tant de féminicides, c'est aussi parce qu'on avance. C'est aussi parce qu'on pousse dans ces limites des systèmes qui marchent plus. Donc, ceux qui sont coincés dans l'ancien système comme une bête prise dans un coin, ils mordent. Mais c'est aussi le signe d'une évolution. C'est pas une bonne nouvelle que ça arrive, mais c'est signe qu'on évolue. Donc, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que ça fâche ceux qui sont un peu contre, justement, ces mouvements-là. Donc, ils se disent, on va continuer d'en faire pour faire réagir de notre côté aussi. Je comprends pas le contre ces mouvements-là. Les gens qui vont tuer, par exemple. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont continuer pour nous faire réagir des mouvements comme nous qui allons à l'encontre des féminicides.
Tu sais, je suis pas dans la tête de ces gens-là. Puis c'est sûr que je suis inquiète des médias sociaux et de ce que ça crée, hein, les effets de, il y a l'effet de serre, l'effet d'entonnoir non, c'est plus le bon mot, là, mais le fait que tu es dans un univers fermé où la pensée commune qui règne, tout le monde s'enrichit et s'amplifie. Si je suis impliquée, là, je reviens avec la boucle de tantôt, hein, une des raisons, moi, qui garde mon militantisme dans le contrôle des armes à feu vivants, c'est la montée d'une radicalisation des positions. Parce que si on fait rien puis qu'on laisse aller la mouvance armée, le risque, c'est que ça devient un outil tellement puissant de destruction, puis en parallèle, on augmente la frustration ambiante. Puis les années qu'on vit là sont dures, mais c'est rien. Moi, je pense que ça va pas être plus simple dans 10 ans puis dans 20 ans là. Pas quand on regarde les risques de changement climatique et tout là. Je peux pas imaginer qu'on s'en va vers une situation plus facile. Donc les deux côte à côte là, c'est vraiment dangereux. Donc moi, je pense que ça semble peut-être très accessoire travailler sur les armes à feu. Mais à mon avis, si on réussit à sortir ou à minimiser ou à réduire le nombre d'armes en circulation au Canada, on vient d'enlever un outil de dangerosité ou de violence qui a des impacts dramatiques, là. Dans ma classe, 6 femmes sont mortes en 2 minutes. 1 minute. C'est une vitesse folle. 30 balles, là, quand tu fais tic-tic-tic, c'est pas long. Fait que c'est fou. Faut être conscient de, quand on a une arme à feu, de qu'est-ce qu'on a entre les mains. Ben, vous savez, tu sais, dernièrement, là, je sais plus c'est quand, là, mais tu sais, c'est des voitures qu'on peut se servir pour tuer du monde, là. Fait que, puis tu sais, voir la voiture comme une arme, c'est pas commun, là. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut retirer les voitures de la circulation parce qu'elles sont trop dangereuses comme arme, au contraire. Mais une arme, c'est fait pour tuer. Fait qu'on peut-tu au moins enlever celles qui sont qui en fait qui peuvent pas être utilisées pour la chasse et qui sont beaucoup trop performantes pour tuer des humains ou n'importe quoi. Quel message aimeriez-vous envoyer à la future génération de féministes? Juste continuez. Continuez de vous poser des questions, continuez de débattre, continuez de chercher, continuez, lâchez pas. Puis on va être là, puis on continue avec vous autres, mais continuez. Malgré qu'on peut entendre, des fois on entend les luttes sont finies, tout le monde est d'égal à égal, est-ce qu'on peut en revenir de ça? Bon. Non, parce que puis ça, j'ai souvenir de discussions avec Catherine Foll qui a fait le documentaire Au-delà du 6 décembre, qui a été réalisatrice à l'ONF, qui a réfléchi beaucoup au féminisme, plus que moi, je dirais même de manière formelle. Puis c'était une féministe dans sa vie, Catherine. Puis elle n'a pas toujours été bien vue des féministes, de l'intelligentsia féministe des années 90 et 2000. Puis, mais Catherine, elle croyait que l'époque qu'on avait acquis faisait que je vais pas essayer de mettre des mots dans sa bouche, puis elle les a écrits. Je suis émue parce que Catherine est décédée au début de la pandémie, beaucoup trop jeune. Mais ce que nous montre le sort des femmes en Syrie, en Iran, en Afrique du Nord, il y a de ces pays-là où il y a eu des époques où la vie des femmes nord-américaines et la leur était très semblable.
et par la religion, on a reculé. En Syrie, aujourd'hui, en Afghanistan, c'est horrible. Fait que le sort des femmes, il peut reculer. C'est pas drôle ce qui se passe en Ukraine. Le sort des femmes ukrainiennes en 2022 vient de reculer de 20 ans, de 30 ans, parce que c'est les femmes qui se retrouvent en arrière. Et avant que les femmes retrouvent l'autonomie dans des situations comme ce qu'elles vivent, c'est long. Donc, faut continuer. Faut continuer. Puis, je demeure une femme blanche privilégiée. Très. Je le sais. C'est pas vrai que qu'une femme qui arrive ici d'Haïti, qui arrive d'Afrique, qui arrive du Moyen-Orient et que sa vie est facile comme ça. On a tendance à oublier que beaucoup de femmes encore vivent des violences parce qu'elles sont des femmes à travers le monde. Et malheureusement, ça arrive au Québec, ça arrive partout dans le monde. Et ce qui est malheureux, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que vous répondriez à ces gens qui disent ouais, mais le féminisme, là, c'est dépassé, puis je reviens un peu à ce que Martine, ma collègue, disait, mais dans le sens que on n'a plus besoin du féminisme pour avancer, les femmes ont gagné leur lutte, mais qu'est-ce que vous diriez à cette nouvelle génération qui ont un petit peu peur du mot féministe, qui veulent pas s'identifier souvent par méconnaissance au mot féministe, parce que ce qu'on peut voir là aujourd'hui, particulièrement dans les provinces où on est privilégié en tant que femme, entre guillemets, il reste quand même que on a parlé de l'autonomie développée des femmes financières dans les années 90-80 qui se poursuit toujours. Mais il y a le phénomène Wonder Woman où les femmes deviennent autonomes financièrement. Par contre, il y a la charge mentale qu'elle porte encore et toujours. Vous savez, les jeunes familles, c'est souvent les mères. Les familles monoparentales, c'est souvent les mères qui ont un faible revenu. Je parle aussi de tout le travail invisible que les femmes font, qui est pas reconnu, qui est encore moins payé. Comment on aborde ça avec la nouvelle génération, là? Votre question est complexe. Puis je suis pas sûre qu'on peut l'aborder. Je suis pas sûre qu'on peut aborder ces questions-là, parce qu'il y en a plusieurs dans ce que vous énoncez là, de manière intellectuelle. Je pense que je pense qu'être une féministe en 2022, ça se pratique au quotidien dans la vie, à la base. Puis ça se pratique dans un couple, quand on y est, dans une famille, quand on y vit, dans le travail, quand on le pratique. Moi, je suis gestionnaire, j'ai des décisions à prendre et c'est clair que mon filtre féminin y agit. Puis des fois, je m'en rends compte, puis des fois, je m'en rends pas compte. Mais tu sais, j'ai une jeune employée dans mon équipe, puis là, avec mon adjointe administrative, je disais, notre prochaine étape, c'est pas que moi, je parle à son boss, c'est qu'on l'outille pour qu'elle gère son boss. C'est ça qui va être le plus utile dans sa carrière. Je pourrais jouer à la grande boss, mais je pense pas que je donne les meilleurs outils pour elle. C'est peut-être plus dur le chemin qu'elle a à parcourir, mais je pense qu'on va d'abord essayer ça. On verra. Mais c'est pas féministe, puis en même temps, c'est bien féministe ce que je fais là. Puis, mais c'est humain aussi. Hein? Je travaille avec des hommes, je travaille avec des femmes. Ces hommes-là, c'est des pères. C'est des hommes qui ont des filles, qui ont envie de beaux avenirs pour leurs filles aussi. Ces hommes-là, ils contribuent aussi
au féminisme au Québec, puis au féminisme dans le monde. Quand ils donnent des positions de pouvoir à des femmes, ils contribuent. Quand ils donnent des positions de pouvoir à des femmes issues de la diversité ou à des hommes issus de la diversité. Donc, moi, j'ai dit tantôt, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui en 2022 aux femmes? On continue. Et je pense que c'est collectivement, là, on continue. C'est un ouvrage c'est l'ouvrage de créer et de bâtir la société à laquelle on rêve. Et ça n'appartient pas qu'aux femmes. Ça nous appartient. Merci, Madame Provost. C'est inspirant comme discussion. On connaît le 6 décembre, la journée de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, qui est précédée des 12 journées d'action. Cette année particulièrement, qu'est-ce que vous suggérez aux femmes ou à la population de faire le 6 décembre 2022? Est-ce qu'il y a une réflexion que vous aimeriez apporter? Est-ce qu'il y a une action qu'on peut poser, un geste, quelque chose d'inspirant pour justement atteindre des objectifs de collectivement prendre conscience, agir, etc.? Je vais me servir, je vous racontais que près de moi, dans les derniers jours, il y a eu un événement assez dramatique, pas une catastrophe, mais quelque chose de difficile à vivre. Et au travers de cet événement-là, qui est difficile, il y a mais c'était pas vraiment de mes affaires d'en parler. Il y a c'est pas mon histoire, puis je sais pas tout, puis je suis qui moi pour m'en mêler, puis c'est mon ami, puis je pense, puis j'en ai parlé un peu plus tôt là. Une amie me disait, le meilleur remède contre la honte, c'est la lumière. Ben, osons collectivement nommer, parler, poser des questions. Je fais rire un peu tout le monde autour de moi parce que j'aime beaucoup les 4 accords toltèques. Puis je sais pas dans quelle mesure les toltèques sont vraiment ceux qui sont à l'origine de ça, mais c'est 4 petites phrases, puis certains me disent non, c'est rendu 5. Bon, 4 ou 5. Il y a des éléments importants là-dedans. Ne rien prendre personnel, ne pas faire de suppositions, faire attention à son langage envers soi et envers les autres et toujours faire de son mieux. C'est pas long, je viens de vous les nommer les 4. Mais ne pas faire de suppositions dans ce qu'on se dit et ne pas prendre personnel, mais ne pas faire de suppositions. Ne supposons pas, si on est inquiet, que tout va bien. Or que ça doit pas être bien grave. Posons des questions. Soyons curieux. Bienveillants, mais curieux. Je pense que si ça peut aider à prévenir un drame familial, ça sera toujours ça. Parce que c'est ce qui me bouleverse le plus depuis 2 ans. C'est la crise des drames familiales. L'année passée, c'était le 32e anniversaire des événements de Poly. Un 32e, c'est pas supposé être une grosse année. Ça a été une grosse année. Pourquoi? La mort de Thomas, je vais oublier son nom de famille, mais du jeune Thomas à Montréal, fin novembre, et un nombre de féminicides tellement important dans l'année. Il n'y a pas beaucoup moins je pense pas que ce soit moins, ou en tout cas, c'est pas beaucoup en 2023-2022. Donc, soyons curieux. Ne supposons pas que tout va bien s'il y a quelque chose qui nous agace. Soyons attentifs à nos proches. Posons des questions. Je pense que c'est fondamental et osons parler. Je pense qu'il n'y a pas si longtemps, dans les années 90, début 2000 encore, on entendait parler des problèmes conjugaux, pour ne pas nommer de violence conjugale, comme étant quelque chose qui ne nous appartient pas collectivement. Les problèmes de couple, ça appartient au couple. C'est pas à nous d'aller voir, de vérifier, etc. Quand on parle d'une problématique comme la violence, je pense que votre message est très pertinent.
ben, tu sais, il y a la vie d'enfant en jeu, il y a, par grand bonheur, j'ai pas vécu à part ce qui m'est arrivé, mais j'ai pas vécu beaucoup de violence. Puis je dis ça, puis c'est pas si vrai, mais ça affecte il y a beau avoir le cœur de la tempête, l'onde de choc est plus grande que juste le couple ou l'intimité. Des enfants qui sont témoins de d'autres parents, ça a des répercussions longtemps sur d'autres, sur des voisins, Fait qu'il faut, je pense que je pense que ce qu'on doit apprendre à faire, c'est être curieux avec bienveillance, parce que et on en est conscient là. C'est pas une excuse de la violence, mais il y a souvent un grand désarroi aussi chez les hommes violents. Donc la bienveillance est fondamentale. Je me demandais, Madame Provost, est-ce que vous ressentez une pression de devoir être porte-parole ou de toujours revenir sur les événements du 6 décembre 89? Plus maintenant, mais ça a déjà été le cas, c'est ce qu'on comprend? Ben, en fait, j'ai arrêté de parler. J'ai été beaucoup sollicitée dans les toutes premières années. Et j'avais l'impression que je répétais toujours la même affaire, donc j'ai arrêté. Je suis redevenue publique après le 20e anniversaire parce que mon fils m'a dit « Maman, moi je le sais pas. Tu me l'as pas dit à moi, ce qui s'était passé. » Et j'ai compris, parce que mon fils m'a dit ça, il y a maintenant 12 ans, plus que 12 ans, être témoin, c'est un rôle important. Puis c'est pas juste mon intention avec ça est pas de faire pleurer sur ce qui m'est arrivé ou sur moi ou sur mon sort. C'est qu'on reste attentif et vigilant comme société aux dérives de la violence armée, aux dérives de la violence faite aux femmes, aux dérives du désarroi social. C'est un risque qui habite nos sociétés. Marc Lépine, excusez, je l'ai nommé, pour moi c'est tellement lui. Mais il peut y en avoir d'autres. C'est pas, il y a personne, il y a pas une société à l'abri de ça. Il y en a pas une. Il y a des sociétés qui donnent des porte-voix trop forts à ça. Il y a des sociétés qui donnent des instruments trop puissants à cette douleur-là, avec les conséquences qu'on connaît, comme par exemple ce qui s'est passé à Uvalde. Mais le fait de rester porte-parole fait que comme société, il y a une attention qui continue d'être gardée, il y a une vigilance qui continue d'être gardée. Puis je vous en ai parlé en tout début d'entrevue, je suis la même que la jeune femme de 20 ans qui avait envie d'être engagée dans sa société puis de contribuer. Ça a l'air que mon chemin il passe par Polytechnique puis par les événements. Puis c'est ça. Mais c'est pas une croix que je porte. C'est un levier que ça me donne. C'est une possibilité que ça me donne. Puis s'il y a des gens que je touche, si je peux faire avancer mon monde, j'ai atteint mon but. Merci beaucoup, Madame Provost. Ça a été une belle rencontre. Vous êtes partout à la fois. Vous êtes une porte-parole hors pair, on l'a vu aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Poursuivez vos belles actions. Je pense que vous
faites la différence dans la vie des gens. Apportez votre message. Merci de me donner le micro. C'est une dynamique qui se joue à deux. Et ma voix sans micro, c'est plus une voix. Et donc, j'ai besoin de vous aussi. Merci. C'était un honneur pour nous de vous recevoir, Madame Provost, et d'entendre tout le discours que vous nous avez raconté. Est-ce que je peux me permettre une dernière question, disons plus concrète, là? Ben, pas concrète, mais on va donner des idées au gouvernement. Admettons, là, vous rencontrez Justin Trudeau, Monsieur Justin. Vous rencontrez Monsieur Legault. En 2021, le gouvernement a annoncé 223 millions pour protéger les femmes, pour investir. Qu'est-ce que vous priorisez? Plus de profs dans les écoles. OK. Bien d'accord avec ça. Excusez, là, mais peut-être que je vous sors, je vais dans le champ gauche, là. Mais des profs dans les écoles, outillés, présents, des classes plus petites, du temps pour des dialogues, pour désamorcer des situations, pour être témoin des situations dans des familles qui ont besoin d'aide, pour défaire de bonne heure des enjeux. J'ai nommé Marc Lépine. S'il y avait eu quelqu'un pour entendre la détresse du petit Marc Lépine, est-ce qu'il aurait commis les gestes qu'il a commis 20 ans après? On ne sait pas. Mais moi, j'ai 4 enfants comme vous, de vous deux, là. Puis, c'est tous des adultes aujourd'hui. Mais je suis consciente que je suis loin d'avoir été une mère parfaite, loin de là. Mais on a créé un lieu où ils s'épaulent, ils s'appuient, ils se parlent, ils se disent aussi leur cas de vérité. Donc, ils ont un réseau important de soutien. Les familles sont minuscules. 2 enfants, des fois 3. Ça fait pas des grosses fratries, ça. Fait que quand la vie est dure, moi, je me suis toujours retrouvée à avoir bien des enfants chez nous, puis bien du monde chez nous, parce que la fratrie attire d'autres qui, eux, n'ont pas accès à ça. Je ne sais pas si tu le vis aussi. Puis moi, je disais toujours aux parents qui me disaient « Ah, t'en as trop! » Je dis « Non. 1 de plus, c'est 2 de moins. » C'est pas plus, c'est moins, parce qu'ils jouent, ils s'engagent ensemble, puis des fois, flou, je n'ai plus, ils ont du fun en gang, puis j'ai plus besoin d'être le terrain de jeu. Fait que je pense que l'école, même si c'est lourd, hein, j'entendais l'histoire du brossage de dents, là, je pense qu'il faut absolument qu'on mette bien des profs à l'école, puis qu'on mette bien des éducateurs, puis qu'on mette bien des ressources à l'école. Ça va réduire les urgences parce qu'on va savoir comment prendre soin de nous-mêmes. On va être des adultes plus en santé. Il va y avoir moins de violence. Moi, je pense que c'est à l'école que ça se passe. Ouais. Puis les défis qu'ils ont, là, ceux qui ont 5 ans aujourd'hui, là, en 2040, là, ils ont des maudits défis, hein? Puis ils vont avoir 30 ans. Puis je ne sais pas de quoi va avoir l'air la vie. Fait que si on est capable d'en prendre soin aujourd'hui, c'est le temps. Très pertinent. Merci encore une fois. Bravo pour votre parcours. Merci de nous inspirer. Je vous dis, est-ce que c'est la fin, Martine? Oui, c'est la fin et on aimerait que votre présence avec nous au balado va sortir le 6 décembre. Alors, spécialement, c'est pour ça qu'on voulait vous rencontrer pour poser une action le 6 décembre. Alors, c'est votre voix qui va être portée par chez nous pour le 6 décembre prochain. Merci. Puis, je pense pas qu'en 1989, les CALAC existaient, mais... Oui! Déjà? Oui! 79, le CALAC sur Trois-Rivières. 75 à Montréal. Fait que oui. 10 ans après. Continuez. C'est extrêmement précieux ce que vous faites. J'ai des amis autour de moi qui ont travaillé de près ou de loin ou qui ont eu besoin des ressources des CALAC. C'est extrêmement précieux. Donc, continuez, lâchez pas. C'est nécessaire que vous soyez là et vous êtes aux premières loges de la violence, de la vie. Il faut que vous y soyez aussi. Bon courage. Merci. Au revoir.